Aujourd'hui, le numérique pénètre l'intervention en santé mentale. Au-delà des technologies, il reste une évidence. Les systèmes évoluent, les situations numériques changent, mais l'intervention en santé mentale commence toujours par une rencontre. Pierrick, on commence ensemble une aventure qui dure depuis des mois. Le début de ce balado, le réflexe humain. Et puis, avant que je te donne la parole pour te présenter, je tiens à dire aux personnes qui nous regardent et nous écoutent que cette partie de la mini-série s'appelle l'émerveillement, l'innovation responsable, et que tu es la personne qui a donné cette idée parce que tu es passionné et passionnant. Donc le mot émerveillement, je tiens à te dire qu'il vient de toi. Mais j'aimerais avant tout que Pierrick, tu nous dises qui tu es pour avoir eu ces belles idées. Oui, donc mon nom est Pierrick Plusquelec. Je suis professeur à l'Université de Montréal en psychoéducation. Je suis aussi chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale, directeur scientifique de l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, l'OBVIA. Responsable. Et puis, j'ai aussi cofondé une petite compagnie qui s'appelle Émosciences. Alors Pierrick, c'est émerveillement. Je pense que tu incarnes le chercheur qui est émerveillé par les éléments possibles de notre société. Puis il y en a un qui est dans la bouche de tout le monde, je pense, c'est l'intelligence artificielle. Donc forcément, ma première question, c'est cette intelligence artificielle qui vise, on peut donner le terme, révolutionner notre société actuelle. Elle révolutionne aussi la carrière des chercheurs. Alors toi, qu'est-ce qui a fait que justement ça a amené cette évolution? Dans quel domaine? Comment? De quelle façon? Enfin, dis-moi. Oui, alors, comme tu le sais, moi, je suis un spécialiste de l'observation. C'est vraiment mon expertise, l'observation du comportement humain. Puis quand on travaille dans le domaine de l'observation, on est obligé de suivre un peu les technologies, l'évolution des technologies. Alors, voilà, donc ça a commencé par enregistrer mes observations avec un dictaphone, puis ensuite les retranscrire à la maison. Oui, le dictaphone, on avait ça. Sur cassette même. C'est la petite cassette. La petite cassette, absolument. Après, tu passes à la caméra VHS. Oui. Donc, moi, j'ai filmé des gens avec un espèce de lecteur VHS à côté de moi. Ça me rajeunit pas tout ça, mais bon, peu importe. Ça t'a donné des muscles. Voilà. Après, tu avais le fameux caméscope qui est arrivé, qui tenait dans la main, c'était fabuleux. Super. Finalement, aujourd'hui, tu as les téléphones. Et donc, bref, donc on suit vraiment l'évolution technologique. Oui, c'est vrai. Puis, il y a même des logiciels qui permettent en fait d'analyser des vidéos seconde par seconde. Ok. Donc, moi, j'en ai utilisé depuis très longtemps. J'ai formé plein de gens avec ces logiciels-là. Oui. Okay. Puis, j'ai calculé la dernière fois combien de temps j'avais observé seconde par seconde des comportements humains dans ma vie de chercheur. Incluant les vaches? Incluant les vaches. Ça, je ne l'ai pas dit parce que j'ai fait un doctorat sur les vaches de combat en Suisse. Très mais bon, important. ça, on fera un autre balado avec ça, peut-être. Parfait, volontiers. Et donc, j'ai calculé et c'est comme si je m'étais assis pendant 1 an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à observer des comportements seconde par seconde. Donc, tu comprends que... C'est génial comme calcul, c'est super. Quand tu es dans le domaine de l'observation, tu observes. Ouais. Et il y a quelques années, on observait, donc on perdait beaucoup de temps en tant que chercheur à observer plutôt que publier ou peu importe. L'IA est en train de révolutionner en fait tout ça. Parce que, je ne sais pas si tu le sais ou si nos auditeurs le savent, mais la première preuve d'utilité ou plutôt d'efficacité de l'apprentissage profond, c'était dans le domaine de la reconnaissance des images. L'algorithme de reconnaissance de vision vient du Canada, ça c'est important de le savoir. Tout ça pour dire que la vision par ordinateur, ça a été la première application de l'IA, avant les LLM, etc. Donc tu peux être certaine que dans le domaine de l'observation... vous étiez le coche, entre guillemets. Voilà, l'IA s'est vraiment saisie en fait de notre capacité à observer. Tout à fait. Et moi, ce qui me fascine le plus, et c'est vers quoi j'ai orienté ma carrière, ça a littéralement bouleversé ma carrière, c'est la capacité des ordinateurs aujourd'hui, des machines, des algorithmes, à lire les émotions des humains. À lire les émotions des humains. Absolument. Ça, c'est un champ de recherche qui est apparu en 2000, en fait, avec une certaine chercheure au MIT qui s'appelle Rosaline Picard. C'est un champ qui s'appelle l'informatique affective. L'informatique affective, là, les gens commencent à se dire « Wow, c'est vertigineux cette histoire, vas-y ». Oui, tout à fait. Et donc, c'est le fait que les ordinateurs sont capables aujourd'hui de lire nos expressions faciales d'émotion, sont capables de lire notre ton de voix. Et écoute, j'ai été dans un congrès récemment, parce que c'est ça qui est fabuleux
fabuleux quand tu es chercheur, c'est que tu es au balcon un petit peu de toutes ces magnifiques Comme découvertes. Célac. Et là, on découvre que les chercheurs à travers le monde Oui. travaillent sur des algorithmes de reconnaissance automatique des premiers signes de dépression à partir du son de ta voix. Donc ça, c'est À juste partir incroyable. de son de ta Oui. voix, c'est la variable prédictrice Oui, tout à fait. C'est pas les mots que tu dis, c'est vraiment la tonalité les différentes variables qu'il y a dans ta dans voix ta voix, qui vont permettre ta de prédire tassitude. avec un taux de 80-90% ton C'est risque de énorme, dépression. c'est énorme, Donc ça, c'est un exemple. c'est Il y a énorme. plein d'autres exemples dans le domaine de l'informatique affective. On est capable de prédire ce qu'on appelle, alors attention, la charge allostatique. Alors, La, c'est parti. la charge Qu'est-ce que c'est la allostatique, charge c'est le allostatique? fait que ton corps s'adapte tranquillement à un stress chronique Ok. jusqu'à ce que les systèmes de ton corps tombent les uns après les autres. Ok. Donc, la charge allostatique, c'est un indicateur de stress chronique. Et avant, ça prenait de vraiment mesurer différentes variables physiologiques. Ça prend une prise de sang, une mesure de Complexe, cortisol, etc. invasif. Voilà. C'était la grosse affaire, entre Aujourd'hui, guillemets. il y a plein de chercheurs qui montrent qu'on est capable de prédire la charge allostatique avec les données de ton téléphone que tu emportes partout. Des Alors- données passives. Donc, Alors, donne-nous un exemple concret pour que ça aide ceux qui nous écoutent. ton téléphone enregistre ce que tu fais constamment. Donc, Il enregistre ton activité physique. Ouais. Il enregistre souvent ton rythme cardiaque si tu as une montre intelligente. oui, Donc, toutes ces données mises ensemble oui, permettent de monitorer. prédire en fait ta charge allostatique, ton stress chronique et donc de le prévenir. Toujours ça qui est pareil, intéressant. la puissance de la prédiction, en fait. Hein, Puis peut-être un dernier exemple, moi, qui m'a fasciné, Oui, c'est la prédiction de l'autisme. Mais moi, je suis papa d'un enfant autiste, alors pour ça, je suis merci de me une le forme de spécialiste quelque part. tout à fait Mais expérientiel. pas en tout cas d'un point de vue clinique. Et donc, aujourd'hui, on est capable de prédire très, très tôt, avec ces outils-là, en demandant à des enfants de regarder des vidéos sur un iPad, par exemple. On D'accord. mesure leurs expressions faciales et ces D'accord. expressions faciales sont capables de prédire leur risque d'autisme. Et ça, c'est très important parce Incroyable qu'habituellement, quand même. Hein. l'autisme peut être détecté, c'est quand les enfants arrivent à l'école, donc Oui, 6 ans, oui, tout 7 à ans. fait, exactement. Parce- L'évaluation typique des C'est ça. besoins particuliers. Hein, bien Sauf sûr. que là, on parle d'une détection plusieurs années avant. Et je t'ai dit que j'étais prof en psychoéducation. En psychoéducation, nous, on s'intéresse beaucoup à la détection. Tout On à diagnostique fait. pas, mais on Le détecte. dépistage, la Le détection. dépistage. Et ça veut dire qu'on serait capable d'agir vraiment en amont pour essayer de prévenir les problèmes d'adaptation de ces jeunes-là. Alors ça, c'est Ça, c'est le complètement merveilleux. fascinant. comprends Oui, ça, c'est le merveilleux. Puis le effectivement. merveilleux, je pense qu'on l'a tous expérimenté. C'est certain. Je parlais de la lecture des émotions, la lecture, pardon, des images. Des images. Moi, mon fils, quand il vient à la maison et puis quand il rentre le soir puis qu'il a des devoirs à faire, il fait ses devoirs en maths. Puis moi, je prends une photo de ses devoirs, ça reconnaît le devoir, ça reconnaît son écriture et ça me dit il a bon, il a pas bon. Donc pour moi, c'est un vrai C'est un outil. retour donc extrêmement efficace. Tout à hyper C'est fascinant. Là, je pense que les personnes qui nous entendent doivent être aussi émerveillées que nous. En tout cas, on l'espère. Mhm. Mais dans cet émerveillement, dans ces éléments-là, moi, bien évidemment, j'ai une question qui va nous emmener tout de suite vers le futur, puisque quitte à avoir le vertige, je sens aller dans le futur. Toi, c'est quelle société, finalement, que tu vois dans cet émerveillement? Parce que tu viens de nous donner plein d'exemples sur le plan clinique, éducatif, puis merci de nous avoir partagé cet élément personnel Mhm. sur le plan familial. Mais cette innovation de l'IA, toi, comment tu la vois grandir? Parce que tu as parlé de révolution comme moi. Puis, Oui. Avant tout, je pense que ce qu'il faut comprendre dans le domaine de l'observation, Tout puis à de fait. l'informatique Dans ton affective, expertise. c'est ça, c'est le changement d'échelle que ça crée. Alors, qu'est-ce que c'est un changement d'échelle? Tu sais, jusqu'à maintenant, quand on observait, Oui, qu'on soit un chercheur ou un clinicien, oui, c'était dans l'endroit physique où on était. Hein. Donc là, je t'observe, je peux t'observer, je peux déduire des choses. d'accord. Donc, c'était limité dans l'espace et dans le temps, et dans Ok. les capacités aussi Humaine. humaines. Ok, Aujourd'hui, l'IA permet littéralement de prolonger l'œil du chercheur ou l'œil du clinicien pour aller au-delà des murs dans lesquels on de est. Je l'espace. te donne juste un exemple Oui, vas-y. d'une recherche qui est sortie en 2018. Ils ont demandé à des gens de regarder des publicités Oui. en ligne Oui, et d'ouvrir leur caméra pour mesurer leurs expressions faciales d'émotion d'accord. de manière Je suis automatique. devant la caméra, je Ok, regarde la voilà. pub, ça capte mes émotions. Ils ont recruté 750 000 personnes. Donc, C'est ça énorme. donne juste une idée. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Le souhait de toute personne chercheuse. Mais c'est aussi ça la merveille, c'est que aujourd'hui, C'est en énorme. tant que chercheur, on peut se permettre de rêver à des études qui sont populationnelles, mais pas juste sur 100, 200, 300 Ah non, personnes, mais comme avant on complètement. faisait en observation. Aujourd'hui, on peut rêver à des centaines de milliers de personnes. Des Alors, études généralisables tu m'as- en plus de ça. C'est ça. Donc, tu m'as demandé d'imaginer ce que ça pourrait être.
Écoute, moi, en tant que chercheur, j'ai pas de limite, dans le sens où j'ai un côté très idéaliste. Je pense que beaucoup de chercheurs sont comme ça. Ouais. On vit dans un rêve en ce moment où beaucoup de choses sont possibles. Et je veux juste peut-être apporter un petit bémol à tout ça, c'est qu'attention, on est idéaliste, ou en tout cas, moi, je le suis, mais je suis pas naïf. On n'est pas naïf. C'est-à-dire, je sais dans quel cadre je travaille, mais on pourra peut-être en revenir, tout à fait. là un peu plus tard. Point. Si j'avais à imaginer un avenir, moi j'ai beaucoup travaillé avec les centres jeunesse, et s'il y a bien un endroit où on devrait avoir une vision augmentée des émotions de nos clients ou de nos patients, bien c'est bien dans les centres jeunesse. Imagine ça, un milieu dans lequel tout d'un coup on est capable de monitorer, de veiller. Moi j'aime bien le mot veiller parce à que la santé émotionnelle. Aussi, veiller. Exactement. Tout à fait. Donc à veiller ou bien veiller aux émotions des clients. Tu sais, t'imagines un foyer de groupe dans lequel il y a 7-8 jeunes. Puis ces 7-8 jeunes, on pourrait à la fois pour eux, tu sais, ce serait un feedback pour eux, dire aujourd'hui t'es pas de bonne humeur quand tu arrives dans l'endroit pour manger, etc. Ou quand tu es en train de faire tes devoirs, ou quand tu joues à la PS4 dans un coin, etc. Par exemple. Tu sais, on voit que ça te met en colère ou tu es à risque. Donc, ça pourrait donner non seulement aux intervenants un outil extrêmement puissant, bien sûr. Incroyable, parce que très souvent, la crise survient parce qu'on a manqué des éléments. D'anticipation, avant la crise. Et en psychoéducation, on essaie de leur apprendre à observer en amont, puis on y arrive la plupart du temps. Mais ça nécessite beaucoup d'attention. Imagine si on a un système automatique qui permet de faire ça. Non seulement on pourrait veiller sur ces fameux jeunes et les aider à mieux réguler leurs émotions pour les équiper pour la vie quand ils vont sortir du centre jeunesse et être dans la société. Mais on pourrait aussi veiller sur la santé mentale, la santé émotionnelle de nos intervenants qui, eux, ont d'énormes enjeux d'épuisement émotionnel. Aspects, en fait, à chaque fois. Donc, c'est un espèce d'aide au croisé et bienveillant, aussi bien de la population ciblée que de la population qui prend soin de la population ciblée. Absolument. Et alors là, du coup, tu as l'image du centre jeunesse. Oui, tout à fait. Imagine maintenant l'ensemble des soignants. Déployé à l'ensemble des soignants. Je pense que tout le monde le sait, que les soignants n'ont pas une vie facile, émotionnellement parlant. Oui, bien sûr. Donc, si on avait des outils qui, aujourd'hui, en fait, on est capable techniquement d'implanter des outils qui permettent à chaque soignant de veiller sur sa santé émotionnelle, qui permettent à un gestionnaire de veiller au climat émotionnel d'une équipe de soignants. Tout à fait. Et alors maintenant, imagine ça dans l'éducation. Oui, ce que j'allais te dire. Et puis, je veux juste faire un point là-dessus, c'est que il y a une chercheure incroyable qui s'appelait Sigal Barsad, qui malheureusement est partie trop tôt, qui, elle, a créé le concept de ce qu'on appelle la culture émotionnelle. C'est-à-dire comment tu fais pour garder un climat émotionnel positif dans une organisation, malgré les défis, malgré tout ça. Et tu peux être certaine que demain, mais là je sors de mon champ d'expertise, mais tant pis, que demain, les travailleurs que nous sommes vont choisir des endroits où ils sont bien émotionnellement. Donc ça veut dire que tout chef d'entreprise devrait se préoccuper de son climat émotionnel et pourquoi pas avoir des outils qui lui permettent de le monitorer, de veiller sur le climat et d'agir sur ce climat. De façon très efficace, en plus, avec le système que tu as. Tu sais, quand tu implantes des chefs de yoga dans un couloir, tu n'as aucune idée si ça marche. Tout à fait. Mais là, tu pourrais le monitorer avec ces outils-là. Mais on est en plein rêve et en pleine chose. Oui, mais c'est génial parce qu'en même temps, on va l'expliquer le long de notre balado, mais tu as pris part à une table de constellation, puis c'est pas pour rien qu'on appelait ça constellation Axel, parce que l'idée, c'est d'ouvrir. Puis justement, merci de faire un point là-dessus, parce que je vais t'emmener sur un point qui est très important. Tu as vraiment pris le temps de dire « je suis émerveillée, mais je ne suis pas naïf ». Et donc, du coup, ça m'emmène presque sur un autre type de question par rapport à la notion de carré de sable. Parce que j'ai l'impression que, est-ce que ça va pas... Souvent, tu m'as interpellée parce que... je pense que les personnes doivent le sentir, nous sommes des personnes d'équipe, mais tu as toujours insisté sur l'importance du carré de sable pour rester émerveillé, mais tout en restant bien conscient et non naïf de la situation. Est-ce que tu peux me dire certains éléments là-dessus? Le carré de sable, c'est notre privilège de chercheur. C'est-à-dire que, en tant que chercheur, on est très encadré dans ce qu'on fait. Depuis de nombreuses années maintenant, chaque fois qu'on doit faire une étude, chaque fois qu'on propose une étude, chaque fois qu'on a une idée, aussi farfelue soit-elle, aussi merveilleuse soit-elle, on va devoir le défendre devant un comité d'éthique qui, lui, va s'assurer que les bénéfices de notre étude surpassent les inconvénients. C'est très important pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément des personnes chercheuses. L'éthique, c'est le garant des effets que l'on va proposer et dans quel contexte ils vont se faire pour protéger la population. On est d'accord ? Et donc, nous,
quand on fait une étude, Mhm. comme par exemple la détection de la Oui. dépression précoce à partir du son de la voix, voix. on s'assure que c'est fait dans des règles de manière éthique et responsable. Dans les règles de D'accord? l'art. Donc, c'est ce que j'appelle le carré de sable. Tout ce qu'on fait, c'est dans un carré de sable. Et ça ne Parfait. sort pas de ce carré de sable. Mhm. Quand on va dans des conférences, dans des congrès, on rencontre d'autres chercheurs qui Tout à ont fait. leur propre carré de sable. Là, on mélange nos carrés de sable, c'est vraiment cool. Mais on est dans des gros carrés de sable, pareil, parce qu'on sait que ce qu'on dit dans ces congrès et dans ces conférences reste dans ce carré de sable, reste dans la science. OK? Parfait. Donc ça, c'est vraiment... Et dans ce domaine-là, on peut tout faire. C'est ça qui est fabuleux dans ce carré de sable. Mais tout Ok. faire, si Dans ce évidemment, carré de c'est sable. bienveillant et bénéfique Dans ces pour la cadres de société. référence, tout Tout à à fait. Donc en santé mentale, c'est exactement ça. Oui. On essaye de voir comment, avec ces nouveaux outils, on peut améliorer la santé mentale de la population. Bien sûr. On fait des tests, on évalue, ça On marche, ça marche publie. pas. Mais comme on est dans un carré de sable, tout est Tout est protégé. balisé. Voilà. Et je sais pas si tu te souviens, mais en Yoshua Bengio, donc qui est Oui, l'un bah des oui. pères fondateurs de l'IA. Quelqu'un qui va nous en parler d'ailleurs dans le balado, je pense. Ouais, et donc Yoshua Bengio avait demandé un moratoire il y a quelques années sur les progrès en IA. Quand il a vu ChatGPT sortir, Il s'est etc. positionné. Il a dit, oh, avec pas lui, pas juste lui en fait, il a l'idée un groupe de chercheurs Oui. qui a dit là, il faudrait vraiment arrêter les développements et surtout de les sortir du carré de sable. Et là, ce qu'il a demandé, il avait demandé, on aurait besoin d'un 6 mois pour s'assurer que notre carré de sable, il est sécuritaire et qu'on ait le temps d'élaborer les conditions qui vont permettre de faire sortir tout ça du carré de sable. C'est un positionnement énorme. C'était un gros positionnement. Ouais. Ça n'a pas marché parce Voilà. qu'il y a d'autres enjeux, on va D'accord. dire. Mais ça veut dire surtout qu'il y a un ensemble de chercheurs qui se posent la question de comment on peut faire sortir des innovations incroyablement merveilleuses de ce carré de sable et le faire de manière responsable. D'accord. Parce que, voilà, donc c'est là où il faut faire la distinction entre la découverte scientifique et l'innovation. Merci. Est-ce que tu peux prendre bien un temps parce que je pense que les personnes qui nous regardent et nous écoutent sont mélangées. Ils voient marqué innovation numérique, solution numérique, découverte numérique en santé mentale. Est-ce que tu peux juste faire un petit balayage de cette polysémie finalement qui les mélange un peu là? Absolument. Regarde, une découverte scientifique, c'est ce qui est publié dans des papiers, donc c'est ce qui reste dans le carré de sable. Prenons encore l'exemple de cette histoire de dépression par la voix. Ouais. Maintenant, imaginons qu'on veuille faire sortir cette découverte hors du carré de sable. Ouais. Ça veut dire que ça devient une innovation. Parce que quand ça devient pratique pour la société, c'est-à-dire ça devient un produit, on passe de la découverte au produit. D'accord. Donc le produit utilisable par chaque membre de la société. Que ce produit soit à bénéfice ou pas. L'idée, c'est le produit, la résultante. On est d'accord? Il n'y a pas d'aspect financier. Nous, les chercheurs, on n'est pas du tout équipés pour s'assurer que l'innovation, elle sorte d'abord qu'elle sorte et qu'ensuite qu'elle sorte de la bonne manière. Donc c'est là où c'est important. Et on a peur d'ailleurs de ça. On a peur que ce soit on a très peur. Très souvent, en fait, on fait rien. On fait notre découverte. Tout à fait. Et puis après, il y a même des gens, des fois, qui nous rachètent ces découvertes ou qui les prennent. Parce qu'ils voient le potentiel. Mais c'est là où on a encore un rôle à jouer, selon moi, nous, les chercheurs, parce que c'est nous qui avons fait la découverte. Tout à fait. L'idée, c'est pas de garder la découverte pour nous, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est de partager quelles sont les limites de cette découverte et quels sont les risques de cette découverte. D'être le garant. Voilà, d'être le garant. Et c'est pour ça que ça prend de partager. Ça nécessite que chaque chercheur sorte de son labo, carré de sable. Voilà, de son silo, de son carré de sable, qui mette un pied en dehors de ça et qu'il aille dans un monde qu'il ne connaît pas du tout et qui s'entoure des personnes qui vont lui permettre de dire « ou attention, ça c'est pas… » Je te donne un exemple parce que sinon ça risque d'être trop théorique. Non, vas-y. Le chercheur qui a montré le son de la voix est prédicteur de la dépression. Si demain c'est utilisé par les centres d'écoute de détresse, ça c'est génial. Tu vois, ils appellent, ils disent « attention, lui il est à 80% à risque de dépression ». Mais l'intervenant, ce qu'il doit se dire au téléphone, il doit se dire, OK, est-ce que je fais plus confiance à la machine ou à mon intuition d'il y a 20 ans d'expérience, etc. Puis c'est une bonne question, il y a des tests à faire là-dessus. Humain ou machine. Oui, il y a des tests à faire là-dessus. Comment est-ce qu'on utilise cet indicateur? Est-ce que cet indicateur est fiable? Est-ce que cet indicateur est biaisé si c'est quelqu'un qui vient d'une autre culture que j'ai au téléphone? Parce que c'est peut-être culture dépendant, tout ça. Donc, tu vois, il y a déjà plein de risques importants dont l'éthique, sans doute, se saisit. Imagine maintenant, c'est un recruteur qui se saisit de cette technologie, de la capacité à reconnaître le risque de dépression dans la voix. Donc, il fait passer une entrevue de recrutement et là, tout d'un coup, ça pop. Oh, attention, ce candidat est à risque de dépression. C'est quoi? On l'engage pas, on le discrimine.
Ça, c'est un vrai enjeu, d'accord? C'est un vrai problème d'équité. Bien sûr. Et enfin, imagine maintenant que ce soit des assurances qui se... Bah, bien sûr, Donc, on appelle nos assurances pour réviser nos tout à assurances ou fait. peu importe. Et donc, l'assurance, tout d'un coup, dit: «Ah, je suis désolé, monsieur, mais je ne Mais peux plus vous assurer assurer pour la parce que vous dépression êtes en parce rouge. que vous êtes à risque». Donc, voilà tous les enjeux qu'on a. C'est de passer d'une société bienveillante Tout à à une fait. société où on va être policé, à une société de surveillance. Mmh. Et ça, c'est majeur dans le domaine de l'informatique affective. Mmh. Et c'est pour ça qu'il est très important que des chercheurs jouent un rôle là-dedans, parce qu'eux connaissent les risques et les limites, et qu'ils puissent dialoguer, discuter, pour Tout à faire fait. atterrir au mieux les innovations, les découvertes, Des pardon, découvertes. dans la société. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que c'est toute une culture différente de passer d'une casquette de chercheur à celui Mhm, d'entrepreneur et que ça nécessite, et on l'entend vraiment dans ton témoignage, qu'à partir du moment où on fait de la santé mentale numérique, on fait de l'intersectorialité, on fait de l'équipe. mhm, mhm. Et ça nous amène tranquillement d'ailleurs pour le prochain épisode, parce qu'en fait, tu sèmes les graines de l'épisode qui arrive, qui va vraiment baliser l'émerveillement, oui, Mhm. mais passer justement de la découverte au produit, eh ben, ça doit être dans des caractères bien définis. Absolument. Pierrick, je te remercie. Je t'invite à ouvrir ce qui va devenir quelque chose d'itératif à chacun de nos épisodes, parce que nous, on est en santé. Alors moi, j'ai envie de te dire santé, Santé, mais bien sûr, mentale et numérique. et numérique.